Bon frères et sœurs, bienvenue dans cette édition d'information. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, envisage de rendre opérationnelle sa force en attente. Cette force aura donc pour principale mission la lutte contre le terrorisme. Jeudi dernier, les ministres de la Défense de l'institution ont invité les pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES à se joindre à cette initiative. Retrouvons Mustafa Brahman Zunguma. L'invitation a été faite le jeudi 27 juin dernier lors d'une réunion des responsables de la défense de l'Afrique de l'Ouest tenue à Abuja au Nigeria. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, membres de l'Alliance des États du Sahel AES, appelaient à se joindre aux autres pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, en vue de la mise en œuvre d'un plan de déploiement de la force en attente de la CEDEAO forte de 5000 hommes. La principale mission assignée à cette force en attente sera de lutter contre le terrorisme et non de renverser les coups d'État, ont déclaré respectivement Oumar Touré, président de la commission de la CEDEAO, et Mohamed Badarou, le ministre nigérian de la Défense, pour rassurer les pays membres de l'AES. La matérialisation de la force en attente de 5000 hommes de la CEDEAO est une proposition qui sera examinée par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO lors de leur prochaine session. Pour l'analyste économiste nigérien Issoufou Magaji Kado, les États membres de l'AES doivent faire preuve de prudence face à cette sollicitation. La CEDEAO, c'est la même chose avec l'Union européenne, c'est la même chose avec l'OTAN. Tout ça, c'est des manœuvres pour essayer de divertir les pays de l'AES. Il y a 12 ans qu'ils ont attendu cela, ça ne peut pas reformer. Maintenant qu'on a vu qu'ils ont mobilisé des moyens, ils ont des partenaires stratégiques qui vont les aider à faire face à la situation. Et maintenant qu'on pousse encore les chevaux de Troie de la CEDEAO pour venir les infiltrer, pour voir comment leurs forces sont organisées. Moi, je pense que les pays de l'AS doivent faire attention. Tous les coups aujourd'hui sont permis contre eux. Moi, je pense qu'il faut qu'ils soient prudents par rapport à cette offre. Le plan de déploiement va coûter 2,6 milliards de dollars. Les responsables de la défense de l'Afrique de l'Ouest n'ont pas rendu public par qui et comment ce montant sera mobilisé. Une page se ferme et une autre s'ouvre en France. Les élections législatives dans l'Hexagone ont consacré une victoire du Rassemblement national de Marine Le Pen et la défaite du camp macroniste. La possible arrivée d'une nouvelle équipe aux affaires en France peut-elle changer la politique française? Quel impact cela peut-il avoir avec les pays de l'Alliance des États du Sahel? Élément de réponse dans cette analyse avec Dr Amadou Bounti Diallo. Depuis hier, les perspectives pour l'extrême droite française représentée par le RN, le Rassemblement national, d'arriver au pouvoir sont des plus grandes. Le parti de Marine Le Pen recueille 34,2% des suffrages à l'issue des législatives, loin devant les deux principaux blocs, à savoir le nouveau Front populaire et le mouvement Ensemble des macronistes. À la question de savoir si la politique française pourra changer de cap en Afrique avec l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, Dr Amadou Bounti Diallo, analyste politique, en est persuadé, même si pour lui, rien n'est encore joué. Si jamais le Front National arrive, peut-être que la politique française à l'égard de l'Afrique va changer parce que, selon les leaders du Rassemblement national, chacun doit rester chez lui. Si chacun doit rester chez lui, ça veut dire que chacun doit donc devoir s'occuper de ses affaires internes. Bon, d'abord, ça va être un peu compliqué parce qu'apparemment, tout le monde va se liguer contre ces gens-là. Et puis, ils ont, je crois, 34%. Les Mélenchon mélangés, ils ont, je crois, 28%. Et puis, le parti de Talon c'est pas Talon, Macron a 22%, je crois. 22 et quelques. Je crois qu'ils vont tout faire barrage au Front National. S'agissant du Niger, la politique française pourra aussi changer, mais pas la volonté d'abandonner les intérêts français. Très présent au Niger. Pour lui, la France va certainement tenter de négocier, quel que soit le bord qui va parvenir au pouvoir. La classe politique française, là, de quelque bord qu'elle se trouve, elle sait au moins défendre les intérêts de la France.
C'est pas comme chez nous où il suffit de corrompre quelques fonctionnaires pour que les gens compromettent les intérêts du pays. Ce qui est sûr, c'est que l'uranium est un enjeu pour eux parce que c'est la matière première avec laquelle ils font fonctionner leur centrale nucléaire et donc se fournissent en électricité. Je pense que ça va être un enjeu. Peut-être que ça va être renégocié et renégocié de manière âpre afin que chaque partie, en tout cas, puisse tirer son épingle du jeu. En revanche, toute cette politique française contenue dans la France-Afrique disparaîtra. Les nouvelles autorités issues de l'extrême droite, se voulant très anti-migrationnistes, nationalistes, souverainistes, seront moins regardants si les initiatives du genre expansionniste emprisées par les thuriféraires de l'ancien régime. Début ce lundi 1er juillet 2024 à l'Institut national de la jeunesse, des sports et de la culture INJS de l'examen unique du niveau moyen. Au total, ils sont 808 candidats à affronter les épreuves écrites à section de juillet 2024. C'est le ministre en charge de la jeunesse, des sports, des arts et de la culture qui a lancé officiellement les épreuves écrites dans le centre de l'INJS de Niamey. Retrouvons Ablaziz Mamadou et Ablaziz Jibrilla. La montée des couleurs en ce 1er juillet des étudiants de l'Institut national de la jeunesse, des sports et de la culture INJS de Niamey a constitué la première phase de ce lancement des épreuves écrites de l'examen unique au niveau du centre de l'INJS de Niamey. Le top départ des épreuves a été donné par le ministre en charge de la jeunesse, des arts, de la culture et des sports, accompagné du gouverneur de la région de Niamey, des cadres de son ministère, de la directrice générale, personnel et étudiants du dit institut. Par la grâce d'Allah, nous sommes en train de participer à la 3e édition de l'examen unique. INJS est en train d'abriter jusqu'à 2 jurys. Le nombre total des candidats est de 808 candidats ici. Ça concerne les spécialités, notamment l'économie familiale, la jeunesse, action culturelle, plus l'éducation physique et sportive. L'INJS s'est apprêté depuis fort longtemps. Vous-même, vous avez vu la métamorphose qu'il y a. L'examen se tient à un moment où l'INJS est en train de tout faire pour offrir un cadre idéal aux élèves étudiants et le personnel administratif. L'INJS, nous avons au total 419 candidats. Présent au lancement, le secrétaire général du comité exécutif des élèves et étudiants de l'INJS s'est réjoui des conditions d'organisation de l'examen. En vue de tout ce que nous avons eu à voir pour le moment, nous avons un sentiment de satisfaction parce qu'il y a le minimum qui est réuni pour que cet examen déroule normalement. Donc, seulement j'aurais un appel à l'endroit de nos camarades, c'est de rester sereins et confiants. Cette année, nous leur souhaitons 100% à l'examen. Le ministre a délivré aux candidats un message simple, ne compter que sur leurs propres capacités pour décrocher leur diplôme. Le message adressé aux élèves, c'est surtout de se concentrer sur les examens, que les épreuves sont à la hauteur de ce qu'ils ont appris à l'école ici. Et on espère que tout va bien se passer. Je tiens à remercier l'encadrement de l'école. J'étais ici il y a quelques mois déjà. Et d'ores et déjà, on remarque un certain changement, en tout cas changement physique. Et je suppose que ça va de pair avec l'éducation, en espérant que les choses vont continuer dans ce sens. Parce que l'Institut, l'INJS, c'est la plus grande école sportive qu'on a ici au Niger, qui a accueilli par le passé des éléments des pays amis. Il faut que cet institut soit à cette hauteur. Et j'espère qu'il y aura constamment de l'amélioration jusqu'à redorer le blason comme d'antan. En marge du lancement des épreuves écrites de cet examen unique, le ministre a inauguré un chef-d'œuvre et le génie créateur d'un sculpteur nigérien. Les épreuves vont se poursuivre tout au long de cette semaine avec des épreuves pratiques.
Restons dans le même registre. À Maradi aussi, les épreuves écrites des examens de fin de cycle se tiennent à l'Institut national de la jeunesse et des sports INGS. 161 candidats sont engagés pour l'obtention des diplômes et c'est le gouverneur de la région de Maradi qui a procédé au lancement. Le reportage est signé Oussena Hassoumi et Ibrahim Amadou. C'est sous l'égide du gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Maman Issifou, que le coup d'envoi des épreuves écrites des examens de fin d'études a été donné à l'école Fougassou. Après l'ouverture de l'enveloppe scellée et la distribution des épreuves, il a saisi le moment solennel pour encourager les candidats et leur souhaiter plein succès. Donc, je veux vous rassurer que, en tout cas, les décisions ont été prises pour que chaque élève méritant puisse avoir son diplôme. Ces décisions ont été prises pour qu'effectivement, chaque évaluateur qui prendra vos copies le fasse en toute conscience professionnelle. Ces décisions ont été prises, évidemment, pour empêcher à certains élèves qui n'ont pas compris encore de tenter de tricher. C'est pour vous dire que le problème de conscience en place de la partie de la compte sur vous. Pour continuer le combat, pour relever tous les défis qui vont se poser à ce pays. Il vous fait confiance et il est convaincu que de la même façon que vous avez soutenu pour depuis 11 mois, vous allez aujourd'hui composer et avoir vos diplômes avec la situation des encadreurs et bien sûr de vos familles. Alors, bonne chance et bon courage. Avec une forte participation de la gente féminine pour la région au nombre de 141, cet examen revêt une importance capitale, comme l'explique le président du... La certification, c'est pour que toutes ces écoles-là aient au moins le même diplôme, pour qu'ils soient au même niveau d'enseignement. On a uniformisé le programme, on fait un examen commun avec les écoles publiques et les instituts et écoles professionnelles qui existent déjà sur le terrain. Ici, nous avons 161 candidats. Ces 161 candidats sont répartis dans 23 filières. Il y a la filière économie familiale, la filière EJAC et la filière EPS. Les candidats admis seront titulaires du brevet d'état d'instructeur d'éducation physique ou du brevet d'état d'instruction de la jeunesse animation culturelle. Les organisations de la société civile de Maradi ont rendu public cet après-midi une déclaration. Le motif est de dénoncer le comportement du secrétaire général de la ville de la région de Maradi concernant le processus de désignation des représentants des OSC devant siéger aux assises nationales. Le résumé de la déclaration avec Youssoufa Haidara et Ibrahim Amadou. La société civile de la région de Maradi est en colère et motif de cette humeur le comportement, disent-ils, du secrétaire général de la ville de Maradi dans le processus de la désignation des délégués de la société civile de la ville de Maradi pour siéger au niveau des assises nationales. Selon les déclarants, la ville de Maradi, à travers le secrétaire général, veulent substituer les représentants des organisations de la société civile reconnues par des politiciens. Il est important de rappeler que deux rencontres clandestines ont eu lieu dans la salle de réunion de la mairie centrale en date du vendredi 21 et samedi 22 juin 2024 pour choisir ses représentants à l'insu des vraies organisations de la société civile légalement reconnues et qui ont toujours œuvré dans la défense des intérêts de la population toute entière et celle de Maradi en particulier. Ainsi, après la dénonciation et l'interpellation, l'administrateur délégué a convoqué une assise qui a réuni toutes les organisations de la société civile. Grande fut notre surprise de constater la présence des acteurs politiques connus de tous qui ont voulu délibérément se substituer aux acteurs de la société civile en créant le désordre dans la salle pour perturber l'assise et ainsi donner l'occasion à l'AD de maintenir la liste dont
il a eu l'injonction par le gouverneur d'annuler pour non-respect de la procédure. Face à cette situation, les organisations de la société civile de la région de Maradi disent être prêtes à défendre leurs droits qui est le leur en usant de tous les moyens légaux. Nous informons l'AD que toute tentative de nous faire représenter par des politiciens sera vouée à l'échec. Nous utiliserons toutes les voies légales si d'aventure l'AD cède à la pression, d'où qu'elle vienne, pour consacrer cette mascarade afin de rentrer dans nos droits. Ce sont environ 17 organisations de la société civile de la région de Maradi qui sont signataires de cette déclaration. L'organisation des assises nationales au cœur de cette déclaration fait partie de la volonté des nouvelles autorités en place depuis le 26 juillet 2023 et aura pour but de donner la vision et les orientations de la transition. C'est la fin de cette édition d'information. Place à présent à la rediffusion de votre rubrique Presse Plus avec Abdraman Youssaïssa et ses invités. Très bonne réception. Bonsoir.